qui a été la mieux étudiée à l'heure actuelle, c'est celle entre l'utilisation du téléphone portable et les risques de tumeurs du cerveau, puisque là, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, dont une grande étude coordonnée par le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, l'étude Interphone, qui a porté sur plusieurs milliers de cas. C'est une étude qui a duré une dizaine d'années et qui donne encore des résultats qui peuvent être interprétés par différentes personnes de façon contradictoire. Certains disent que cette étude ne montre aucun effet. En ce qui me concerne, ce que je veux retenir de cette étude, c'est que les personnes qui ont été les plus exposées pendant une durée de temps importante, plus de 10 ans, et surtout pour le côté de la tête sur lequel elles utilisaient le téléphone portable, ont un risque de gliome. Ce sont des tumeurs qui sont graves du système nerveux central, dont le pronostic reste très réservé, qui est double. Donc c'est pas très rassurant ce que vous êtes en train de nous dire là. Ce n'est pas rassurant du tout. Et ce qu'il faut savoir, parce que beaucoup de choses ont été dites sur le fait que ce soit des controverses, c'est vrai que l'utilisation de ces appareils est relativement récente en termes de risque de cancer. Nous savons qu'il faut 10 ans, 20 ans, 40 ans parfois pour l'amiante avant de voir apparaître des cancers. Donc lorsque au bout de... Alors cela étant, je me permets de vous dire, je suis pas du tout un spécialiste, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, l'amiante c'est un cancer assez spécifique. C'est-à-dire qu'on pouvait démontrer quasiment à 100% que c'était à cause de l'amiante qu'on avait tel type de cancer. Alors que ça me paraît peut-être être moins le cas en ce qui concerne les téléphones mobiles, où ce serait multifactoriel, si je puis dire. Alors disons que pour l'amiante, effectivement, la situation était simple, puisqu'il y avait un cancer qui n'existe pratiquement pas s'il n'y a pas d'exposition à l'amiante, qui est le mésothéliome, qui est un cancer de la plèvre, donc le tissu qui entoure le poumon. Donc là, c'était simple. Pour les tumeurs du cerveau, comme pour l'immense majorité des cancers, il y a toujours une interaction entre notre mode de vie, entre notre patrimoine génétique et les facteurs environnementaux qui sont multiples. Mais pour en revenir au champ électromagnétique, et je pense que d'autres intervenants l'ont dit avant moi, même si je n'étais pas en ligne, il y a eu une explosion absolument considérable de l'exposition à ces sources de champs électromagnétiques dans notre vie quotidienne. Donc, évidemment, à partir du moment où l'on soupçonne très fortement, ou plus que soupçonner, où il y a des données qui montrent des effets biologiques de ces champs électromagnétiques, il est logique de conclure qu'ils ont joué au moins un rôle dans l'augmentation de la survenue d'un certain nombre de tumeurs, et en particulier des tumeurs du cerveau, puisque le cerveau est, en ce qui concerne évidemment les téléphones portables, celui qui est le plus proche de la source d'exposition. Donc c'est la première fois qu'on met une source de champs électromagnétiques directement contre notre boîte crânienne, même si ça existait auparavant avec les téléviseurs, les fours à micro-ondes, les radars, il y avait des études qui avaient été faites sur les personnels militaires, etc. J'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une désinformation, mais enfin, on n'en est pas loin. J'ai l'impression de retrouver avec des années plus tard le problème posé par le fait de fumer par la cigarette. C'est-à-dire que pendant longtemps, alors on s'est posé la question, il y avait les fameux cancers qui arrivaient, etc., etc. Et puis, mais ça a traîné avant que un certain nombre de décisions plus radicales soient prises, quoi. Oui, ben pour le tabac, moi j'ai travaillé là-dessus pendant 25 ans, donc effectivement, le tabac, son rôle a été nié pendant 50 ans, pas nié, mais en tout cas minimisé. Et encore, les risques liés au tabac, et c'est des risques extrêmement importants, le risque de cancer du poumon est de l'ordre de 20, donc beaucoup plus important que ce que l'on voit aujourd'hui avec les champs électromagnétiques. Donc c'est évident qu'il y a toujours un effort pour rassurer
les populations, ce qui est tout à fait légitime. Hein. On m'a souvent accusé de faire paniquer les populations, mais d'un autre côté, on pourrait dire qu'il y a aussi un besoin d'information pour dire aux personnes, essayer de faire attention. Et indirectement, pour moi, quand je vois les notices maintenant qu'il y a sur les téléphones mobiles que vous achetez, finalement, même les constructeurs recommandent de très nombreuses précautions, soit pour se couvrir, effectivement, sur un plan législatif, et encore, bon, Étienne Sandrier a mentionné le problème des assurances, donc ça peut ne pas marcher pour les assurances, mais indirectement, je pense qu'il y a quand même aussi une reconnaissance du risque au moins potentiel. D'accord, donc le téléphone porté à l'oreille, ou alors une oreillette Bluetooth tout simplement. Non, pas l'oreillette Bluetooth, Étienne Sandrier me fait non. C'est du sans fil, c'est comme si vous aviez une petite antenne relais sur l'oreille. Le mieux, c'est l'oreillette avec fil, et vous assurez que c'est le fil. Non, mais c'est ce que je dis alors. Oreillette avec fil. Oui, l'oreillette avec fil, certainement. Oui, donc on est d'accord, c'est ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire que l'oreillette Bluetooth, c'est déconseillé. À Rome, on la déconseille fortement. Ouais. Vous avez une petite antenne relais sur la tête, donc vous avez une petite source d'émission, plus le téléphone égale 0. Mais alors, quand on sait je crois qu'il y a plus de 50 000 antennes relais en France, et ça doit être de cet ordre-là. Parce que quand on vit dans un monde moderne actuel, c'est difficile de se passer d'un téléphone portable quand même. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est condamné, ou est-ce qu'il y a une façon de l'utiliser pour amoindrir le risque, si j'ose dire? Il y a quand même plusieurs façons. Bon. Est-ce que vous seriez d'accord pour patienter 30 secondes? On a un tout petit peu de pub et je vous reprends immédiatement après, d'accord? D'accord. Code Risoli sur Sud Radio. Un dernier petit quart d'heure de Code Risoli pour évoquer les dangers éventuellement liés à la téléphonie mobile ou à l'utilisation du Wi-Fi. Nous sommes toujours avec Étienne Sandrier de l'association Les Robins des Toits, et puis au téléphone le docteur Annie Sasko, directrice de l'équipe d'épidémiologie de prévention contre le cancer. Chère Annie Sasko, donc on en était à décrire un petit peu éventuellement les symptômes. Je me posais la question puisque vous êtes assez formel dans ce que vous dites après étude, pourquoi est-ce qu'il y a débat finalement? Parce que pour avoir une certitude absolue, en tout cas dans le domaine du cancer, qui est le mien, il faut attendre la survenue des cancers, et en général, un cancer met 10, 20, 30 ans, voire plus, à apparaître. Donc, il est aujourd'hui hors de question d'attendre des certitudes absolues pour agir, sinon on risque d'avoir une épidémie importante des cancers. Mais on ne peut pas aller plus vite. L'introduction des téléphones portables, comme je l'ai dit, elle remonte à une vingtaine d'années, à très large échelle finalement à 5-10 ans. Donc on est juste au début de l'époque où on peut voir des résultats, et c'est pour ça que c'est important de s'appuyer sur des études qui ont déjà été faites, comme l'étude Interphone, comme d'autres études, pour regarder ce qui arrive aux personnes qui ont été les plus exposées. Et en général, c'est pour cela que l'on trouve un risque de l'ordre de 2, parfois inférieur, donc pas des risques extrêmement importants, mais néanmoins préoccupants pour les tumeurs au cerveau. La difficulté majeure que je vois pour le futur, c'est que nous sommes actuellement tous exposés. Il n'y a pas de population qui vive en dehors de sources d'exposition aux champs électromagnétiques. Donc évidemment, ça rendra pratiquement impossible une démonstration claire. Parce que ce que l'on fait en épidémiologie, quand on veut avoir une démonstration claire, par exemple, on va comparer des fumeurs et des non-fumeurs, plus le groupe des fumeurs passifs. Aujourd'hui, dans quelle population allez-vous trouver des individus qui soient absolument non exposés? Oui, parce qu'on a dit que les zones blanches existaient de moins en moins, notamment en France, donc évidemment c'est un peu compliqué. D'une part, les zones blanches sont extraordinairement réduites. D'autre part, les populations qui y habitent sont différentes, ont tout un mode de vie différent de la population générale. Et donc, on pourra toujours nous donner l'argument que si ces personnes-là
ont un risque moindre de cancer dans 20 ans, c'était aussi parce qu'elles avaient une alimentation différente, un mode de vie différent, un niveau de stress différent, etc. Donc c'est pratiquement insoluble. D'où la nécessité de se faire davantage confiance à l'expérimentation animale. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut se faire facilement. Même si les défenseurs des animaux, j'en fais partie, je fais partie de la SPA, n'aiment pas les études sur l'animal, il vaut quand même mieux faire des expériences pour exposer des groupes de souris à des champs électromagnétiques, par exemple à des zones de Wi-Fi, d'autres pas, et voir au fil du temps, à condition que ces études soient absolument indépendantes, donc non financées de préférence par l'industrie, quelles sont les petites souris qui vont faire des cancers, qui vont faire des troubles de la reproduction, qui vont faire des troubles neurologiques, et celles qui n'en font pas. Et c'est vrai qu'un peu comme pour le tabac, il y a toujours une grosse industrie derrière tout ça, donc tout ça est un petit peu compliqué quand même. Néanmoins, je vous remercie pour toutes ces précisions, docteur Annie Sasko. Je vous souhaite une bonne journée. Juste un tout petit mot, on a eu un SMS là qui nous posait la question. Vous savez, les consoles Wii, est-ce que ça vous paraît dangereux, ça? Les consoles? Ça s'appelle les consoles Wii, W2I en fait. W2I. Les consoles sans fil. Les consoles sans fil, c'est pour les jeux. Ce sont des jeux qui utilisent les mêmes fréquences que le Wi-Fi en fait. Oui, c'est le Wii. Donc c'est un peu la même chose alors en fait. Oui, là, je vous prends un petit peu à contre-pied, je vous pose une petite colle là. Bon, je vais continuer. Donc là, évidemment, nous n'avons aucun recul. C'est toujours la même question. Si on attend d'avoir du recul, on attendra 20 ans. Bien sûr. Merci d'être intervenu ce matin dans Code Risoli. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci à vous. On va terminer. Il nous reste 3-4 minutes avec Étienne Sandrier. Alors, je voudrais qu'on pose un certain nombre de questions. D'abord, quelle est l'action sur le terrain de votre association, les Robins des Toits? Alors, il a été dit que l'objectif, c'est 0,6 volts par mètre d'exposition. Les normes commencent à 41. C'est des normes qui n'arrangent que les industriels. Ce qui est fou. Alors, pourquoi cette différence entre 0,6 à 0,6, ça fonctionne normalement? Oui, ça fonctionne. Là, on est en train de faire une expérimentation pour le prouver, qui se conduit avec le gouvernement. Donc, on reprend. 41 volts par mètre, c'est des normes mises en place par des scientifiques qui sont avec les industriels et dénoncées par les eurodéputés comme telles. Ça nous protège contre les effets thermiques. On est dans la gamme des micro-ondes, donc ça nous protège contre la cuisson, pour le dire en clair. 0,6 volts par mètre, c'est ce qui est recommandé par les scientifiques indépendants. On peut avoir la téléphonie mobile à 0,6 volts par mètre, et quel est le problème pour les industriels, puisqu'après tout, on pourrait s'entendre là-dessus. Dans les grandes villes, avec le 0,6, on peut l'avoir fastoche. Dans les campagnes, vous avez une antenne tous les 10-15 km. Et il faudrait donc beaucoup plus d'antennes pour obtenir le 0,6. Donc ça coûte des sous. Donc ce que nous avons fait, c'est qu'on travaille avec des avocats, et notamment l'un d'entre eux, maître Richard Forget, a réussi à obtenir le démontage d'une antenne. Et ça a déclenché le Grenelle des ondes. Et nous, on a saisi ce Grenelle des ondes pour demander qu'on expérimente ce fameux 0,6. Les opérateurs disaient ça marche pas, nous disaient ça marche. Et là, c'est en train. L'expérimentation est en train de se faire. Il y aura 17 villes au total. Et là, on a commencé, on en a fait déjà 2 ou 3. Et on est en cours d'expérimentation. Voilà. Et par ailleurs, si ça ne marche pas, on continuera les actions en justice. Bien sûr. Alors juste, il nous reste 1 minute de conclusion. Christelle me dit depuis ce matin, je veux savoir comment me protéger. Quand vous mettez un préservatif, Christelle? Alors, le préservatif, c'est l'oreillette, en l'occurrence. Exactement. Voilà. Exactement. Téléphonez le moins longtemps possible. Vous évitez tout ce qui est voiture, train, etc. Parce qu'on est dans un ascenseur, on est dans une boîte métallique, donc ça fait effet cage de Faraday. Le téléphone émet à mort pour sortir. L'antenne relais émet à mort pour rentrer. Et tous les gens, il y a des réflexions d'émission sur les parois, et tous les gens qui se trouvent à côté de vous, en fait, font du téléphonisme passif. Voilà. Donc, il faut téléphoner, idéalement, sans bouger. C'est dommage pour la téléphonie mobile. Mais surtout, et pas les enfants, pas les femmes enceintes. Ni les enfants, ni les femmes enceintes. D'accord, ni les enfants, ni les femmes enceintes. Ne pas dormir avec un téléphone allumé à moins d'1 mètre, on va dire, de sa tête. Pour les hommes, essayer d'éviter de ranger son téléphone dans sa poche. Pour les jeunes filles aussi. Et pour les jeunes filles aussi. Pour les organes reproducteurs, c'est mieux de ne pas les mettre dans ces endroits-là. Oui, mais en général, les femmes, les jeunes filles, plutôt dans un sac. C'est tant mieux qu'elle continue à l'avoir dans un sac. Elle ne le trouve pas et ça énerve les mecs, Christelle, bien sûr. Voilà. Bon, je voudrais vous remercier vraiment, Étienne Sandrier, d'avoir été notre invité. On aurait pu continuer à en parler comme ça pendant des heures. Mais qui sait, peut-être réouvrirons-nous ce dossier dans quelques semaines pour se faire un petit point, ne serait-ce que d'un quart d'heure avec vous. Quand vous avancez, vous nous passez un petit coup de téléphone avec fil. Ça marche. D'accord. Salut, bonne journée.